Ici Sud Radio, les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. André Berkoff, bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir. Voilà la voix du 12h30, 14h, André Berkoff dans tous ses états. Je crois que vous avez réussi à laisser redescendre la pression après votre trajet en voiture particulièrement agréable. Très agréable. Merci Madame Hidalgo, merci. André Berkoff, la voix qui décrypte, qui permet de se déplacer pour comprendre, qui libère la parole des Français. Vous êtes l'un des rares à ne pas dédaigner ceux que vous interrogez, et ceux, entre autres, qui n'ont pas ou plus le droit à la parole. Vous êtes vraiment la voix dissonante sur les grandes chaînes. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec vos invités, mais vous refusez le silence et la langue d'oubli. Pour moi, vous êtes un peu la voix de notre Radio Londres de 2020-2022. Jusque à quand? J'espère que les prochaines assises de dérive sectaire et du complotisme ne vont pas vous couper la tête. Est-ce que c'est affolant? Est-ce que c'est motivant, grisant? Comment vous vivez cette période en ce moment? Écoutez, je trouve que c'est une période absolument motivante et fascinante. Ouais. Évidemment, vous savez, il faut dire, le monde est depuis toujours, hein, ça c'est pas nouveau, est une espèce d'alliance indissociable de boue et d'étoiles. Et il faut simplement essayer de regarder vers les étoiles, mais être vigilant sur le monde. Ne jamais oublier qu'elle est là. Ne pas se laisser embourber. Ne pas se laisser embourber et surtout, voilà. Et deuxièmement, ne pas oublier que quand le réel frappe à la porte, beaucoup de gens vous incitent à fermer portes et fenêtres, ne rien voir, ne rien entendre. Vous savez, la politique de l'autruche est millénaire et peut-être plus que ça. Donc, quand je dis que c'est une époque extraordinaire, c'est une époque extraordinaire parce que, en fait, à la fois, il y a, ce que vous savez, les partitions, les archipélisations, comme disent un certain nombre de sociologues et autres, mais il y a aussi cette multipolarité, quand j'irai, on en parlera si vous voulez, enfin, ce déplacement des plaques tectoniques ensemblement dans le monde, et donc qui se reflète aussi en France, bien sûr, d'une certaine manière. Alors moi, ce que j'essaye de faire dans le programme quotidien, c'est trois choses. D'abord, vous savez, personne n'a réponse à tout. Mais on doit avoir tous question à tout. Moi, quand j'interroge et que j'invite des personnes, je ne suis évidemment ni épidémiologue, ni virologue, ni fabricant de tuyaux de gaz pour le gazoduc. Mais justement, j'interroge. La première des choses, quand vous dites, c'est d'abord respecter la personne, et si on l'invite, c'est pour ses compétences, c'est parce qu'elle sait ce dont elle parle. Ce n'est pas un médecin de plateau, c'est pas un général de plateau qui a vu. Ce sont des gens, en tout cas il y en a beaucoup, qui savent ce dont ils parlent, dans tous les domaines. Et quel que soit, c'est pas une question ni de diplôme, ni de rien, si j'invite un agriculteur, c'est un agriculteur, et il ne va pas pérorer sur le destin des agriculteurs, il va dire son vécu. Si j'invite un ingénieur, si j'invite quelqu'un qui parle des éoliennes et autres, ils savent, parce qu'ils ont étudié pendant des années là-dessus. Après, il y a la liberté, et la liberté, c'est extrêmement important. Vous savez, la liberté ne s'use que s'il n'en s'en sert pas. Et puis, il y a aussi l'esprit critique. Ne jamais oublier l'esprit critique. Je veux dire, partout, alors je sais qu'on n'a que 24 heures dans une journée, qu'on a famille, enfants, le travail, tout ce qu'il y a à faire, mais interrogez-vous toujours par vous-même, allez, lisez, allez chercher. Quand quelqu'un, ce matin j'en discutais encore, quand on met des étiquettes sur tel ou tel, quand on vous dit attention, on assigne à résidence tel ou tel, renseignez-vous d'abord. Tel dit ça, oui, mais est-ce que c'est vrai? Jamais, c'est encore une fois, ça existe depuis des millénaires, en tout cas des siècles. Qu'est-ce que c'est que la propagande? Qu'est-ce que c'est que la persuasion clandestine ou pas? Qu'est-ce que c'est que la fabrique du consentement? C'est justement de vous faire et de vous transformer en moutons. Et les moutons, c'est pour l'abattoir. Donc essayons d'éviter le plus possible ce destin d'abattoir. André Berkoff, en 60 ans de carrière de journaliste, d'écrivain, d'éditeur, vous avez fait tous les plateaux de télé, radio, vous connaissez énormément de monde sur les plans politiques. Je distingue les deux politiques. Il y a les politiques
et la police, la vie de la cité. Est-ce que vous avez l'impression que la période que nous vivons aujourd'hui est l'une des pires périodes de menace de la liberté d'opinion, ou finalement c'est un classique? L'une des pires, je ne dirais pas, encore une fois, la liberté d'opinion. Vous savez, vous n'avez qu'à lire tout le livre d'histoire. On a toujours alterné entre des périodes d'autoritarisme, des périodes voire de dictature, d'occupation et autres, et puis des périodes effectivement de liberté. Alors là, on pourra discuter pendant des heures. En tout cas, je peux vous dire une chose. Vous avez notre mémoire, oui, vous avez quand même votre âge. Voilà, j'ai mon âge absolument, et je peux vous dire une chose pour revenir à moi, et ça ne me rajeunit pas. Si je compare, je dis, la période de la presse écrite sous le général de Gaulle, et aujourd'hui, mais il n'y a pas comme une mesure. Il y avait beaucoup plus de liberté d'expression dans les années 58, 68 et autres, enfin jusqu'à un certain point qu'aujourd'hui. Oui. C'est clair. Il n'y avait pas la concentration qu'il y a aujourd'hui, où quand même la presse, la radio et la télévision sont dans les mains de 7 personnes. Quand même, les 7 actionnaires, je ne dirais pas les 7 mercenaires ou les 12 salopards, les 7 actionnaires. Et quand même, si vous voulez, ça crée quelque chose. N'oubliez pas une chose, quand vous regardez la télévision, et il y a journalistes et journalistes, je ne ferai jamais de généralisation. Il y a beaucoup de journalistes qui font très bien leur boulot, d'autres moins, et d'autres pas du tout. Alors je vais vous dire, il y a un critère absolu. Quand vous êtes devant votre écran de télévision, vous regardez un journaliste ou une journaliste, regardez son cou. Regardez son cou. Si vous voyez des rougeurs, c'est qu'il ou elle vient d'enlever la laisse et le collier à remplacer. Et donc, il faut savoir qu'un certain nombre, malheureusement, pour des raisons X et Y, pour des raisons matérielles ou autres, effectivement, on leur dit attention, allez-y, oui, ce que vous voulez, mais attention sur tel ou tel problème, n'oubliez pas que notre actionnaire a des intérêts là ou là ou là. Donc voilà, liberté oui, liberté surveillée oui, mais encore une fois, je répète, jamais de généralisation, je ne fais jamais de généralisation. Il y a beaucoup d'hommes, de femmes, de garçons, de filles qui font extrêmement leur boulot, comme d'ailleurs dans tous les métiers. Et voilà, et sur le politique, c'est encore autre chose, le politique. Si vous voulez, on a un problème effectivement de politique qui est que, vous savez, c'est Winston Churchill qui différencie, je trouve qu'il a, comme Winston Churchill a l'habitude, des phrases assez fortes. Il disait quelle est la différence entre un homme d'État et un politicien? C'est très simple. L'homme d'État pense aux futures générations, le politicien pense à sa réélection. Voilà. À partir du moment où vous pensez que à votre élection, et vous dites, oh là là, il faut que je flatte, sinon, il ne faut pas que je parle de ça. Vous savez, c'est la poussière sous le tapis, la patate chose, on se la refile, encore une minute, monsieur le bourreau, et voilà, ce sera pour demain, et que les autres se débrouillent. Il faut vraiment faire attention. Alors, encore une fois, ne pas classer tous les politiques dans le même sac, c'est faux, mais voir aussi, regarder ceux qui vraiment travaillent pour le collectif, et il y en a beaucoup, il y a des maires, il y a vraiment qui travaillent très très bien pour s'occuper de leur collectif. Mais encore une fois, à quoi sert une élite si elle n'est pas là pour le collectif? Il faut des élites. Mais l'élite ne doit pas travailler que pour ses propres intérêts. Il faut qu'elle travaille pour le bien collectif. Ça existe, le bien commun. Le bien commun, oui. Vous définissez comment le bien commun? Prenez une petite heure, le bien commun, c'est simplement quelque chose qui consiste à dire... Vous savez, c'est George Orwell parlait de la décence commune. Et le bien commun, c'est une manière, en fait, de se préoccuper, de se dire je ne suis pas seul, je ne fais pas l'autruche, je ne suis pas seul avec mon petit cercle familial, les copains, etc. Regardez aujourd'hui le capitalisme de connivence, pour en parler de cela. Mais je suis là pour essayer de faire que mes semblables, ceux dont j'ai à m'occuper, puisque je suis l'élite, ceux dont j'ai à peut-être garantir, ou en tout cas essayer de garantir qu'ils auront une vie décente, et bien que je m'en occupe dans ce sens-là. Et non pas de caser les copains et les coquins, c'est très sympathique, mais il n'y a pas que ça dans la vie. C'est vraiment, et puis de faire des politiques. La politique, c'est du long terme, c'est du moyen terme. Ce n'est pas de faire la politique au doigt mouillé pour passer le soir chez Hanouna ou dans le journal de 20h.
C'est un problème. Vous, André Vercop, vous avez bien connu certains politiques. Alors, je ne sais pas si c'est une image qu'on a faite de vous ou si c'est vraiment la réalité. Vous avez fait vos premiers pas en côtoyant de temps en temps François Mitterrand, Jacques Attali. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été d'une certaine manière influencé par ces hommes et à un moment donné les avoir quittés? Ou est-ce que vous êtes toujours en lien avec... Non, j'ai connu un certain nombre de politiques. Alors je vais vous dire, moi ce qui m'a sauvé de ces influences-là, oui. Je peux dire vraiment, j'ai jamais été influencé, apprécié ou pas apprécié, admiré ou pas apprécié les tours de passe-passe, ou l'habileté de l'un, ou le formidable sens du timing de l'autre. Mais moi je veux vous dire, ce qui m'a vraiment influencé dans la vie, ce sont les livres. Oui. J'ai eu la chance. Les livres. Les livres. Dans le micro. Oui, j'ai entre 15 et 25 ans, j'ai énormément lu, je continue évidemment à le faire, mais honnêtement, je me suis forgé, structuré évidemment par la vie, l'expérience, tout cela, bien sûr, mais du point de vue des idées, du point de vue des directions, du point de vue des orientations, ce sont vraiment un certain nombre d'ouvrages qui m'ont vraiment guidé, aussi bien du point de vue des idées que du point de vue de l'esthétique. Parce qu'on a tendance aujourd'hui à oublier le style. Et comme disait quelqu'un que vous connaissez tous, le style, c'est très important, le style, il ne faut pas oublier. Et n'oublions pas, je crois que c'était Cocteau qui disait, la forme, c'est le fond remonté à la surface. Donc, ne jamais négliger la forme. C'est ça. La conviction, voilà. Parce qu'il y a du fond. Et voilà. Vous, ce fond, vous allez le chercher, vous le palpez. J'essaie, si vous voulez, c'est ce qui m'a toujours passionné dans mes voyages. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré, effectivement, des gens très très différents, de Fidel Castro, Orson Welles. Je ne vais pas faire des noms, là, des étalages de noms, mais c'est vrai que j'ai rencontré des gens formidables, mais des gens formidables aussi qui étaient anonymes, qui n'avaient rien de connu, etc., qui étaient aussi formidables. Et ce qui est important, c'est dans les voyages et tout ça, c'est qu'au fond, ce qui m'a passionné, c'est comment le monde change. Comment aujourd'hui prépare demain, comment hier prépare aujourd'hui et aujourd'hui demain. Moi je ne dis pas, ah c'était mieux avant, ou c'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que chaque époque, d'une manière ou d'une autre, connaît alors plus ou moins d'intensité, plus ou moins de qualité, des bouleversements. Et j'essaye avec plusieurs entrées, qu'elles soient les entrées des mœurs, qu'elles soient des entrées économiques, qu'elles soient des entrées artistiques ou politiques. C'est passionnant, vraiment toujours, en tout cas je suis toujours passionné par ça, de voir comment les choses évoluent, les gens évoluent, les mentalités évoluent, la géopolitique aujourd'hui. C'est absolument fascinant quand on voit les choses bouger, et il suffit de prendre un tout petit peu de recul pour voir qu'il y a vraiment des évolutions de fond, pour en parler si vous voulez. Voilà, et en tout cas ça c'est ce qui me passionne, et donc, moi mon boulot, je dirais, c'est essayer de transmettre, de décrypter et de faire passer à un certain nombre de gens que ça intéresse et de faire comprendre. C'est ça, pour moi, le journalisme ou l'écriture ou la télévision ou la radio, c'est d'être un haut-parleur au sens le plus littéral du terme. Quand je dis un haut-parleur, un haut transmetteur. Et une fois que j'ai compris ce qui se passe, d'essayer de traduire et de décrypter. Et considérez-vous que ce haut-parleur est uniquement un transmetteur? Pour moi, vous êtes aussi un acteur de ce monde qui bouge. Et vous êtes même un rempart, une digue. Est-ce que vous le considérez comme cela? Oui, en tout cas, j'ai ces convictions. Moi, ce que j'essaie, c'est de faire passer mes convictions. C'est évident. C'est-à-dire, mais avec finesse et une certaine... Ça, c'est pas à moi de le dire. En tout cas, j'essaie. Je vous remercie de le dire, mais je crois que ce qui vraiment est important, c'est quand vous avez des convictions, quand vous avez des choses qui vous manquent. Et moi, j'ai un certain nombre de convictions. Je me suis forgé, et après, on est d'accord ou pas d'accord, j'ai raison, j'ai tort, c'est un autre problème. Mais j'essaie d'étayer cela avec un certain nombre de gens. Et je constate que quand, vous savez, le bon sens, il n'est ni de droite ni de gauche. Le réel n'est ni de droite ni de gauche. Ni la pluie, ni le soleil, ni les éléments, ni tout ça. Il faut quand même, à un moment donné, sortir des étiquettes, sortir des assignations en résidence. C'est-à-dire que, ah, toi tu es comme ça, alors je ne te parle plus. Si tu n'es pas du camp du bien, ça c'est magnifique, c'est le camp du bien. Alors il y a les gens magnifiques. Le camp du bien. Alors qu'est-ce qu'on vous dit quand vous avez 3 ou 4 ans, et c'est tout à fait normal, vos parents vous disent, je sais mieux que toi ce qui est beau pour toi.
et vous l'écoutez. Quand vous avez 20 ans, 25 ans, peut-être que vous pouvez vous dire, oui, je ne sais pas. Et c'est ça, le pouvoir, souvent. On sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, laissez-vous guider. Et si on vous fait des injections, si on fait des transplantations demain, si on fait de la transhumanisme à l'usage humain, ben laissez-vous guider. On sait, nous, on sait. On veut rationaliser la planète. Et puis, vous, écoutez, vous allez... On ne vous laissera pas crever. Hein. Vous allez voir. Et si vous manquez de pain, vous aurez de la brioche. Il n'y a aucun problème. Et la brioche technologique, la brioche culturelle, la brioche... Aucun problème. On fournira ce qu'il faut, mais surtout, pas un mot. Ne nous embêtez pas. Ne commencez pas à protester. Ne commencez pas à dire que ça ne va pas ou ça va. Non, 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 non. Soyez, laissez-nous tranquilles et nous, on s'occupera de vous. Il y a ça. Et ça, pour moi, c'est ce que j'essaie de... Moi et beaucoup d'autres essaient de casser. Parce que c'est très très grave ce soir. Vous êtes presque un complotiste. Bah, écoutez, je vais vous dire, vous savez ce que c'est un complotiste? C'est celui qui raconte comment agissent les comploteurs. Moi, je ne suis pas... Je ne sais pas ce que ça veut dire complotiste, c'est très simple aujourd'hui. Avant, on disait fasciste, réactionnaire, hitléro-trotskiste, si vous osiez par exemple dire que en URSS, il y avait des camps, vous étiez hitléro-trotskiste ou IN dactylographe, hein, c'est pas longtemps, c'était il y a 30-40 ans. Ensuite, ça a été, vous savez, c'est les mots valises. Ensuite, ça a été fasciste, réactionnaire, bien sûr, réactionnaire. Il faut vous, encore une fois, vous cantonner. Comme ça, il n'y a pas de discussion possible. Staline disait, il y a quelqu'un qui discute, il commence à vous embêter, traitez-le de fasciste, il va passer une demi-heure à se défendre. Donc c'est fini, la discussion est finie. Eh ben, aujourd'hui, on ne dit plus fasciste, on dit complotiste, et ça permet à un certain nombre de gens d'avoir leur petite béquille et ne plus pouvoir, justement, avoir quelqu'un en face d'eux. Et si on cède à ce terrorisme intellectuel et imbécile, eh bien, effectivement, mais vous savez, je voudrais une chose là-dessus, c'était Courteline, disait, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin de journée. Voilà, et moi je dis, passer pour un facho aux yeux d'un bobo gaucho, pour moi est une volupté de fin de journée. André Berkoff, vous êtes né au Liban en 1940. C'est pas un hasard quand même pour l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. Est-ce que vous avez... Comment avez-vous vécu cette période libanaise? Ça vous a forgé, ça vous a façonné. Avec des parents complètement... vous êtes une famille mosaïque, on va dire. Ah, je suis une famille entièrement mosaïque. Je vais vous dire, c'est très simple. Tout ça fait d'excellent français. Mon père est d'origine russe. Ma mère est d'origine espagnole. Et je suis né par hasard. Je n'ai pas dans la cité libanaise, mais le Liban est un pays de cœur. Je suis né par hasard au Liban parce que mon père était venu en France et il a été envoyé au Liban sous le mandat français au Levant, dans les années 30, 35, 40, voilà. Il a rencontré ma mère qui était venue là aussi, voilà, ils se sont mariés. Et c'est vrai que j'ai connu ma jeunesse, mon adolescence, c'était au Liban. J'ai commencé le journalisme au Liban. Et c'était un Liban, j'ai eu beaucoup de chance, c'était un Liban à l'époque vraiment de Suisse du Moyen-Orient, Dolce Vita, une espèce d'extraordinaire, vraiment, quand on pense à ça aujourd'hui, c'est où il y avait une symbiose des communautés. Moi, je me rappelle très bien, je vais vous citer 2 exemples, parce que même en France, quand on parle de ça, on se dit, mais c'est où ça? À Noël, il y avait des superbes messes de minuit dans la montagne libanaise. Voilà, il y avait des petites églises comme ça, les chants étaient magnifiques. Eh bien, on montait en groupe, il y avait des juifs, des musulmans, des chrétiens qui venaient pour la beauté, les musulmans, les juifs venaient pour la beauté de la chose. Et ils assistaient avec vraiment beaucoup de chaleur et de respect à la messe de minuit. Je me rappelle très bien de cette messe de minuit de mon enfance. Vous y alliez alors que vous n'étiez pas catholique, vous étiez non. entre athée et juif. Voilà, un peu agnostique, etc., plutôt agnostique. Oui. Et si vous voulez, même chose pour les musulmans, quand il y avait l'iftar à la fin du jeûne du Ramadan, à la fin du jeûne du Ramadan, évidemment on aimait bien la bonne chair, donc c'était le moment où on dînait. Mais je veux dire, à l'époque, vous voyez tous ces signes positifs, à un moment donné, se sont transformés en signes négatifs. Et c'est devenu, malheureusement, on espère que le Liban, j'espère que le Liban se retrouvera à un moment donné, mais
il y a eu cette espèce de déconstruction terrible, guerrière, de ce qui s'est passé. Mais à l'époque, et alors en plus, alors pour parler de la France, il faut savoir que Beyrouth, les artistes français, les écrivains français, les chanteurs, les politiques, allaient à Beyrouth comme ils vont aujourd'hui à Marseille ou à leur tournée, ça comprenait Beyrouth. Comme aujourd'hui, ça va à Marseille, Toulouse, Strasbourg ou Lille. Et donc, j'ai eu la chance, j'avais 20 ans, je m'occupais de la rubrique culturelle du plus grand quotidien libanais de langue française, qui était vraiment francophone, et je peux vous dire que le goût du français, faut que je vous parle de ça, dans ces pays-là, la connaissance du français, la maîtrise du français était incroyable, au point que pendant 10 ans, entre les années 80 et 90, l'Express et Le Point, les deux hebdomadaires, étaient réécrits et relus par un juif égyptien qui s'appelait Berto Fari et un copte égyptien qui s'appelait Georges Hénel. Ils réécrivaient les journalistes du Point et de l'Express en français. Il faut savoir qu'il y avait un amour du français, un goût du français, quelque chose d'extraordinaire. Et quand les écrivains arrivaient, les chanteurs, etc., enfin, de Belmondo à Jacques Brel, en passant par tout le monde, moi, je pourrais avec Pierre Brasseur, ah oui, parce qu'en plus, il n'y avait pas les attachés de presse, il n'y avait pas tous ces gens-là qui font les intermédiaires. Donc ils venaient le soir, on sortait, on allait. J'ai eu des soirées extraordinaires, vraiment, dont je me souviens, je m'en souviens toute ma vie, avec Pierre Brasseur, par exemple, avec Jacques Brel, avec beaucoup d'autres, avec Belmondo, avec... Pardon ? Vous chantiez avec eux ? Au chantier, j'en suis fort aise et bien dansé maintenant. Non, mais on festoyait, on discutait, on avait des discussions vraiment très très fortes. Enfin, Romain Gary, qui était venu par exemple avec sa femme, Jean Seberg, pour un film de Jean Becker. J'ai discuté avec Romain Gary, et moi, il y a un petit journaliste de 20 ans, et c'était passionnant parce que, justement, ces gens-là, mais que j'ai vu aussi ici, que ce soit de Sartre à Alain Resnais, vous savez, les gens qui ont réglé leur problème d'identité, ils parlent avec vous comme si, voilà, il n'y a pas de problème, c'est moi que je suis machin, non, il n'y a pas de ça. Moi, j'ai remarqué que c'est les semis, les semis qui ont des problèmes d'identité, qui font les malins et tout ça, non. Donc voilà, le Liban, pour vous résumer, c'était un pays où tout se discutait, tout se parlait. Et alors, je termine avec ça, parce qu'on parle de francophonie. Le Liban, on était accrochés, l'Express, le Nouvel Observateur de l'époque, les journaux, les livres arrivaient à la librairie vraiment 2 jours après Paris. Donc on était, il y avait toute une partie de la population, pas tous bien sûr, mais, qui était accrochée à Paris. Après, il y avait le multilinguisme. C'est-à-dire qu'on parlait évidemment français, c'était ma langue maternelle, mais toute la, je dirais, petite bourgeoisie parlait français, c'était vraiment la langue. Et puis l'arabe, bien sûr, l'arabe qui était... Pardon ? Vous parliez arabe, donc ? Oui, absolument. Vous parlez toujours arabe ? Je parle toujours arabe, et je le lis d'ailleurs, mais je le lis pas bien. J'ai oublié, et puis je parle pas très bien parce que j'ai pas de pratique, enfin pas assez. Mais et l'anglais, l'américain, parce qu'il y avait l'université américaine, l'université arabe, l'université française. Donc il faut savoir que le Liban avait ceci de particulier, qu'il était trilingue. Pratiquement, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens étaient trilingues. Et ça donnait une espèce d'ouverture qui était tout à fait remarquable. Pardon ? Je vous dis de bien parler pour le micro, parce que je vous entends bien, mais je ne sais pas si tout le monde vous entend bien. Vous m'entendez ? Oui. Alors, je fais ce petit passage, cette petite parenthèse en parlant du Liban, parce que je pense que ça nous éclaire sur le thème d'aujourd'hui. Votre liberté d'opinion s'est forgée par votre... vous étiez obligé d'être tolérant. Non, mais je veux dire, l'autre, voilà. Oui. On n'avait pas envers l'autre une attitude. Moi, je peux vous dire, alors on me dit, mais comment tu peux dire ça ? La maison, on avait un appartement, je veux dire, même mon père était un petit fonctionnaire, un petit bourgeois, quoi. Oui. Bon. Et mon appartement se situait face à une mosquée. Et donc, moi, personnellement, je n'ai jamais connu le USA comme quelque chose d'hostile. Mais je comprends aujourd'hui un certain nombre de choses, et je sais. Mais je veux dire qu'à l'époque, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, même les moins de 40 ans. C'était pas ça. Donc, il y avait une ouverture. Mais après, évidemment, il faut être extrêmement vigilant, encore une fois, je reviens, sur tous les intégrismes, tous les totalitarismes, et je dirais tous les fascismes.
quel qu'il soit. Et là, vous avez, en arrivant en France, donc vous aviez 25 ans, vous avez observé ce glissement progressivement de décennie en décennie, cette montée des intégrismes. Vous voulez dire en France? Oui. À partir de votre arrivée en France, vous n'êtes pas retourné au Liban, après vous avez... Oui, pas du tout. Alors, pas du tout. Non, en France, vous savez, c'est arrivé, mais ça tout le monde le sait. Non, moi je suis arrivé dans les années 65. Et, pour vous dire... Pour 68. Pour vous dire, oui. Alors, effectivement, ma France m'a fait le cadeau de mai 68. Mais ce qui est intéressant venant du Liban, c'est que je n'ai jamais, moi, le gauchisme en partisan, je regardais ça comme un spectacle intéressant. Mais vous voyez, d'ailleurs, on a vu ce que sont devenus les gauchistes ou les autres. C'est-à-dire que je ne me voyais pas du tout, moi personnellement, je ne me vois toujours pas, ou porte-parole dans un parti. Les mots d'ordre, la pêche à la ligne juste ne m'a jamais tenté. J'aime bien pêcher le gardon, mais sans directive. Et donc, si vous voulez, non, le problème, en fait, en France, s'est passé bien après. C'est, en fait, dans les années, quand on a commencé, qui a commencé à parler de ça? C'est dans les années 80. Vraiment, il y a 40, ça fait 40 ans, hein, quand même. Là, le problème s'est passé. Rappelez-vous, quand même, le discours de Georges Marchais, à l'époque où le Parti communiste était très important, sur la nécessité d'arrêter l'immigration clandestine comme l'immigration officielle. Georges Marchais, on a tous, on le voit, le discours, etc. Et les raids, effectivement, sur certains foyers. Bon, je ne parlerai pas du RPR en 90, si vous relisez la charte du RPR, à côté, le Rassemblement national est un dangereux trotskiste, non, j'exagère, mais à peine. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a bon, ça s'est passé, on pourra en discuter si vous voulez, mais ça, sur ce qui s'est passé, sur l'immigration, etc. J'ai senti cette tension-là, mais encore une fois, n'oubliez pas que les 30 Glorieuses ont fini en 75, mais en fait jusqu'en 80, bon, ça, et après, il y a eu tout cela. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, je crois, quelque chose en France. D'abord, j'étais heureux d'être à Paris. C'est vrai que Paris, je me retrouvais, c'était la ville où j'avais envie d'être, c'était ma ville, c'est ma ville. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un gruyère, et je vous dis, je ne vous parlerai pas des calvaires qu'on a à traverser Paris, vous le savez mieux que moi, c'est, enfin bon, passons. Et ça, c'est la médiocrisation, effectivement, du personnel. Mais, donc, il y a eu quelque chose de très important, c'était cette vie intellectuelle, cette vie de journaliste. Vous savez, je me suis retrouvé, d'abord, à Jeune Afrique, et à Jeune Afrique, je vous raconte ça parce que c'est une anecdote, mais c'est intéressant. Je suis allé à Cuba, c'était en 67. Je vais à Cuba, on va à Cuba, on dit ah, c'est formidable, c'est la fête, c'est la révolution. C'était pas du tout ce que c'est. La liberté. La liberté. Et je raconte ce que ça pouvait être à l'époque. Donc, je vais passer 3 semaines, la musique et tout ça, honnêtement, c'était bon. Mais en même temps, on sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, parce que je discutais avec les Cubains, et ils n'étaient pas toujours très heureux, c'est le point que l'on puisse dire. Et j'avais demandé une interview avec Fidel Castro. Comme tous les journalistes, ils m'ont dit oui, mais vous ne l'aurez pas, il est surbooké, tout pas, etc. 3 jours avant mon départ, je rappelle qu'il n'y avait ni portable, ni internet, ni rien à l'époque. Hein. Et je suis chez moi, je rentre 2h, 3h du matin, on m'avait bien festoyé, tout ça. Bon. Et téléphone sonne, on dit Seigneur Berkov, j'ai dit oui. J'ai dit le commandant T, vous avez demandé une interview avec le commandant T, j'ai dit oui, et bien il arrive dans notre hôtel dans un quart d'heure. J'ai arrêté le truc, je raccroche, une farce. Retourne le téléphone. Seigneur Berkov, j'ai dit oui. Il dit vous avez bien demandé une entrevue, le commandant T, j'ai dit oui. Et ben il arrive. Et je me suis souvenu qu'il était insomniaque. Je me dis c'est peut-être vrai que je prends une douche froide. Je m'habille, je descends, et Castro arrive, et on a discuté de 4h à 8h du matin. Vraiment. Et c'était passionnant. Parce que, voilà, moi je lui posais des questions en anglais, il me répondait en espagnol, mais comme ma mère, je connaissais un peu l'espagnol. Donc voilà, ça c'est aussi les choses formidables qu'on peut avoir comme ça dans ce métier. Hein. Et qu'est-ce que vous gardez croustillant de cette rencontre? Ben, c'était l'intelligence du personnage. Ouais, non mais l'intelligence du personnage, parce qu'il n'était pas du tout là. On parlait de tout. Par exemple, il me disait, mais il m'a dit à moi, et je ne peux pas dire qu'à moi, il a dit que les soviétiques, ça lui a été contraint et forcé, il n'était pas du tout communiste soviétique. Mais comme les Américains avaient l'embargo,
Ça a été la tendance, et la tendance, enfin, bon, qui a donné ce qu'il a donné après. Mais ce que je veux dire par là, je suis entré à l'Express. Et l'Express, c'était l'Express de François Giroud, de Jean-Jacques Savant-Chabert, de Claude Imbert, et c'était passionnant, parce qu'il y avait une émulation, il y avait des discussions sans fin, le bouclage du journal, et en même temps, vous voyez, Paris, c'était ça, il y avait l'Express, et puis j'ai connu Charlie Hebdo et les gens d'Harakiri, et qui étaient quand même des anarchistes hallucinants, où je peux vous dire que les bouclages de hebdomadaires se passaient avec des tables de 25 mètres, saucisson pinard, et tout le monde travaillait au milieu du saucisson pinard, hein. Et ça durait, je ne sais pas quelle heure, mais le journal était bouclé, il n'y avait pas de problème, même s'ils ingurgitaient, je dois dire, des rasades de vin, et du bon vin en général, d'ailleurs, c'était du cru Boucaillou, du bon Bordeaux, qu'il y avait un caviste qui les fournissait. Donc, je veux dire, voilà, ce que je veux résumer, je pourrais en parler pendant des heures, c'est que c'était. Moi, j'ai une chance formidable de connaître cette vie, cette émulation. Vous êtes pas à la belle époque. Voilà, qui était, je ne dis pas en général, mais enfin, en tout cas dans les milieux que je fréquentais, et pas seulement les milieux intellectuels, il y avait la musique, il y avait le théâtre, il y avait tout cela. Il y avait une effervescence, je veux dire, dans les années 70, 80, 90, énorme. Voilà. Et que s'est-il passé? Il y a eu Internet, il y a eu non, un état d'esprit. Que s'est-il passé? Eh oui, vaste question et vaste programme. Non, ce que je crois qu'il s'est passé à un moment donné, c'est qu'il n'y a plus de perte de repères. Je l'explique. Je crois que ça enfin, j'essaie de, je pense tout avec vous là, c'est qu'à un moment donné, on pensait, certains, en tout cas une partie, avec la gauche, tout va changer. Il y avait quand même une grosse partie de la France qui disait, voilà, on ne peut plus, tout ça, il faut autre chose. Et donc, il est arrivé Mitterrand, et Mitterrand, fabuleux artiste de la politique, un Houdini, de haute volée, disait quiconque fraye avec le capitalisme ne mérite pas, jamais ne méritera l'étiquette de socialiste. Attention. Alors, il est arrivé, pendant un an, il y a eu les Fast and Furious, orgies de la nationalisation, et puis après, les temps, ils se retrouvèrent fort dépourvus quand la bise de la monnaie fut venue. Et ils se sont dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où Delors annonce la pause dans les réformes, et c'est là où j'ai écrit un livre sous le pseudonyme de Caton, où je racontais comment, effectivement, en me faisant passer pour un homme de droite, je veux dire, un hiérarque giscardien, et comment la gauche allait effectivement gérer le capitalisme avec un zèle absolument remarquable. En utilisant la voix de François Hollande pour faire passer... Absolument, oui, à l'époque, oui, c'est encore une anecdote. Oui, François Hollande m'avait fourni les... Mais regardez, par exemple, c'est très intéressant, François Hollande, qui dit la même chose que Mitterrand en 2011. 2011, presque 40 ans après, rappelez-vous le discours du Bourget, j'ai un seul ennemi, il n'a pas de visage, c'est la finance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré la finance. Ils se sont séduits, ils se sont accouplés, et 9 mois après, c'est le petit Emmanuel Macron, fils naturel de... Voilà. Tout se tient, vous savez, il n'y a pas de rupture, tout se tient. Et donc, j'ai voulu raconter cela, et je crois qu'après, à partir du moment où on a vu que ce soit gauche ou droite, en gros, il y a énormément de nuances, mais en gros, gérer de la même manière, et puis rappelons, Mitterrand, ça a été Maastricht, ça a été l'économie de marché, ça a été, voilà. C'est-à-dire l'Europe s'est fondée quand même là-dessus, l'Europe de Maastricht, l'Europe de 92, etc. Bon. Donc, il y a 30 ans, 40 ans. Et je crois que ça a amené, entre autres, il y aurait beaucoup de choses à dire, il y a ça qui a amené une espèce de fixation, de calcification, de rigidité. On se disait, bon, alors il n'y a pas d'alternative. Vous savez, c'était Margaret Thatcher, there is no alternative. Voilà, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça a réduit incontestablement le champ des possibles. Je crois que ça a joué. Après, vous avez eu, alors tout le reste, aujourd'hui le woke, vous avez eu le politiquement correct, de part et d'autre, attention, il ne faut plus parler de ci, il ne faut plus parler de ça, attention à parler de là, etc. Vous voyez,
Quand on est arrivé au moment, et il y a eu, je l'ai lu ça dans un manuel, on disait on ne dit plus un ballon de football, on dit un élément bondissant. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et quand j'ai lu, vous savez que je l'ai lu en Amérique, quand j'étais, et il y avait la séance du Congrès américain, où ils parlent et ils disent Amen, et le type a ajouté Awoman. Parce que Amen, oui, mais ça fait que homme, quoi. Et on ne dit plus history, là-bas, hair story, etc., etc., etc. Je ne dirais pas jusqu'à Harry Potter et J.K. Rowling. Mais voilà, il y a eu quelque chose du temps de renversement. Et quand vous vous rappelez, pour ceux qui ont connu des proches, le Luron, les Coluches, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, très bien, oui. Mais je me dis qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment ça passerait. Je ne sais pas. J'espère que ça passerait, mais je ne suis pas sûr. Et demain? Et demain, vous savez, il y a des retours. Moi, je suis un naturel. Alors, vous êtes très optimiste avec vos invités. Je vous ai écouté plus particulièrement cette semaine. Il y a une espérance, un espoir en l'âme française, la base. Et vous savez, en 40-44, c'était quoi? Je veux dire, c'était autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Faut pas. Enfin, je n'ai pas connu, mais enfin, on ne peut pas, si vous voulez, il y a eu en France, et d'ailleurs, des périodes extrêmement dures, des périodes où on saurait. Enfin, je veux dire, quand De Gaulle part, et encore une fois, aucun jugement, et quand vous avez le collègue De Gaulle qui part à Londres, il dit la France c'est moi, mais ça n'a pas la tête là. Tu as raison, la France c'est moi, en quoi la France c'est toi? Si il y avait un sondage IFOP à l'époque, Pétain faisait 4,19 et De Gaulle 0,5. Bon, à un moment donné, il y a des personnes, des hommes ou des femmes qui disent non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Alors, je crois, et ça c'est sur le plan politique, ou sur le plan des... Et je crois qu'à un moment donné, vous savez, il y a la balance, il y a action-réaction. Et à un moment donné, des gens qui disent attendez, moi, la manière dont ça se passe, et ben ça ne va pas. Et on l'exprime. Alors après, on va pas faire. Je ne suis pas un prédicateur, je ne lis pas dans le marque de café, je ne veux pas prédire l'avenir, mais je suis, oui, plutôt optimiste, très lucide et très pondéré là-dessus. Votre invité hier, Rémi Tel, disait... Qui est très jeune, comme vous savez. Oui, il est très jeune, effectivement. Disait, tôt ou tard, ça tombera, mais à quel prix et quand, on ne sait pas. Mais personne ça peut faire très mal. Personne ne sait, parce que je vais vous dire pourquoi. D'abord, la France n'est pas une planète solitaire évoluant dans le cosmos. D'abord, il y a l'Europe. Et vous avez vu ce qui se passe avec l'Europe. Aujourd'hui, on est encore au théâtre, on est spectateurs, et beaucoup de gens quittent le théâtre. Ça se passe, pas très bien. Où ça se passe et avec qui ça se passe aujourd'hui. Moi, je crois que beaucoup de choses viendront de l'extérieur, de ce qui va se passer entre l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Ukraine, etc. Je crois que ça va nous impacter. Ça nous impacte déjà, regardez, sur le plan de l'énergie, sur le plan industriel, sur le plan du gaz et l'électricité, sur le plan de l'inflation, etc., etc. Chose que vous suivez aussi bien que moi, ou moi aussi bien que moi. Le problème, c'est qu'on est impacté. On n'est pas tout seul. Après, je crois beaucoup que c'est une question de courage. C'est une question de volonté et une question de courage. Parce que, in fine, à la fin du jour, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? Ben, c'est ça. C'est ça. Vous savez, des analyses, il y a 400 000 personnes qui font des analyses. Il faut les faire parce qu'il faut montrer, en fait, le réel. Il faut montrer au-delà de l'apparence. Parce que je vais vous dire, les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, je ne parle pas que de la France, ne veulent pas que vous ayez la réalité. Ils veulent que vous ayez leur perception de la réalité. Et tout est fait, que ce soit dans les médias, que ce soit sur tous les plans, pour vous donner une perception déjà bien calibrée, bien formatée, bien choisie de la réalité. C'est ça qu'ils veulent. C'est très clair. Et tout ça, tout pouvoir confondu, c'est pas tel ou X ou Y. Eh bien, la réalité, il faut la chercher. Il faut la chercher. Il faut creuser. C'est pas simple, ça demande des efforts. C'est ça que je dis oui. Après, il y a des gens qui disent écoutez, moi, c'est pas mon problème. Moi, je vis ma vie, je fais le reste. Advienne que pourra. Chacun heureusement, et je respecte le libre choix de chacun. Après, il vaut mieux peut-être, vous savez, ouvrir les yeux et se dire bon, mais attends, là, ça, est-ce que ça me va vraiment, ça? Un terme, est-ce que ça me va ou ça me va pas? Voilà, donc
on a vraiment à tenir ce cap-là, qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple parce que, encore une fois, je reviens, vous avez quand même une opinion dominante un peu partout, et vous n'avez pas aujourd'hui, il faut le dire, il y a des oppositions, bien sûr, etc., mais totalement divergentes, chacun menant son petit fonds de commerce ou son grand fonds de commerce, mais il n'y a pas quelque chose qui se dit par rapport à ce qui se passe. Pourquoi l'Europe a-t-elle choisi? Est-ce que c'est bien cette politique vis-à-vis de l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie? Est-ce qu'il fallait se tenir avec une distance? Est-ce que l'Europe est totalement arrimée aux États-Unis où elle joue un rôle spécifique, ce qu'elle devrait faire, mais on voit très très bien ce qui se passe avec l'Allemagne qui reprend son envol et son autonomie, qui va consacrer 100 milliards de dollars à son armée, et surtout qui achète des F-25 et pas des Rafales, alors qu'on est en Europe, pas ça par Cocorico, etc. Enfin voilà, il y a tout ça qui entre en jeu. Et tout ça, si vous voulez, c'est action et interaction, ça induit, ça interagit sur ce que nous sommes, d'une manière ou d'une autre. Alors nous, peuple français, ici réunis, posé des actes ces dernières années, ces derniers mois, parce qu'il y a des personnes qui sont soignants, qui sont suspendus aujourd'hui. On se dit, bon, il y a une cohérence avec la réalité qui... Voilà. Mais à quoi ça va mener tout ça? Il va y avoir un essoufflement, une fatigue, moi, une lassitude. Moi, personnellement, enfin, j'étais scié par cette histoire de soignants suspendus, 15 000, au moment où il se passe. Alors, pendant un moment, vous savez, on peut parler de ça, vraiment. On se disait, bon, ici, tu ne te vaccines pas, et moi, je suis vacciné. Hein. Parce que, pourquoi voilà. êtes-vous vacciné, vous qui avez... Pourquoi êtes-vous vacciné, vous qui avez... Pour une raison, alors je vais vous dire, non, simplement, c'est extrêmement simple. Quand on vous dit, je parle au départ, quand on vous dit, écoute, si tu ne te vaccines pas, tu ne pourras pas sortir, tu ne pourras pas venir, moi, dans mon métier, c'est très embêtant. N'oubliez pas, il y a eu ça, hein, il y a eu, attention, vous avez besoin d'une passe, rappelez-vous de l'auto-attestation, ça c'était fabuleux, quoi. Il fallait que vous sortiez vous-même votre attestation. C'est-à-dire que le licol, il fallait le mettre nous. Vous voyez ce que je veux dire? La chaîne aussi. Bon. La perversion. Bon, moi, quand on sait aujourd'hui, moi je dis pas que je ne suis pas anti-vax, pas du tout. Mais quand on sait aujourd'hui que le vaccin n'arrête pas la transmission et n'arrête pas la contamination. Et il suscite des effets secondaires. Et Dieu sait s'il suscite des effets secondaires. Bon, posons-nous la question. Et pourquoi aujourd'hui on reste, alors que l'Italie, qui était extrêmement confinée, etc., a levé toute interdiction par rapport aux soignants? Pourquoi le gouvernement de l'État de New York, là je reviens de New York, et j'étais il y a quelques mois en Floride. En Floride, ils ont tout levé, tout ça. Et je vous assure qu'il n'y a pas une éruption énorme voilà. Donc, tout ça est à regarder et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui est terrible. C'est cette espèce de... Et moi, je vous assure, il y a quelque chose qui m'a choqué, je peux le dire profondément. Quand j'ai lu l'interview de Macron au Parisien, il a écrit, donc il a regardé, c'est quand vous écrivez un journal, vous regardez, vous lisez, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit? Texto. Il a dit, il n'a pas dit j'emmerde les non-vaccinés. Il a dit j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. J'ai envie. Moi, c'est le mot qui m'a frappé. C'est j'ai envie. Attendez, vous êtes un chef d'État, vous occupez tout le monde. Vous pouvez être tout à fait contre les non-vaccinés en disant ils sont insouciants. Enfin, on ne dit pas j'ai envie d'emmerder. Et on ne dit pas ce ne sont pas des citoyens, ils sont irresponsables. Quelque chose s'est passé là, du point de vue de la sémantique, qui est quand même extrêmement grave. Oui, voilà. Significatif d'un état d'esprit mental assez enfantin, en fait. Absolument. Voire pathologique. Je ne sais pas, je ne vais pas aller jusque-là, mais enfin, il y a un problème. Vous voulez, il y a incontestablement un problème. Oui. Mais vous pensez qu'on va s'en sortir, quand même? Mais, attendez, c'est comme je vous disais, si on avait cette situation en 42, on dirait quoi? Oui. On ne sait pas, mais on avance. Vous savez, c'est extraordinaire, je vous dis des exemples, vous allez dire, vous prenez des exemples absolument de génie, etc., de gigantesques personnages de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez vu, sinon vraiment envoyez-le,
Les heures sombres avec Churchill en mai 40. C'est un film formidable, il faut voir. Churchill en mai 40, j'ai dit bien mai 40, c'est très important. L'Europe est tombée, la France est tombée, l'Allemagne finit par tout gagner, l'Allemagne et l'Italie. Bien. Et Halifax et Chamberlain vont voir Churchill qui vient d'être nommé. Je rappelle que, on disait comment on nomme un pochetron fumeur de cigares à la tête de l'Angleterre, c'est pas possible. Comme quoi les pochetrons, bon, enfin, il y a du bon quelquefois. Ah, choisissez, bien sûr. Et on lui dit, il faut que tu négocies avec Hitler et Mussolini, sinon l'Angleterre va être rasée. L'Allemagne a vraiment tous les pouvoirs, avec l'Italie, bon, il faut négocier avec Hitler et Mussolini, il n'est pas possible. On est fichu, on n'a personne, etc. Et Churchill, très embêté, c'est ce que je fais. Et je rappelle que Staline, c'était en plein pacte germano-soviétique, donc Staline n'allait pas bouger. C'était pas encore l'attaque. Et il appelle Franklin Roosevelt. Il dit, écoute, Franck, il faut que le président vous aide, des armes, des avions, des munitions, etc. Et que lui dit Franklin Roosevelt? Cher Winston, je suis évidemment avec vous et contre Hitler, mais je peux rien faire, l'Amérique est neutre. L'Amérique est neutre. Donc, il se retrouve nu, il se retrouve seul, c'est la décision. Et c'est là où, 2 semaines après, il dit, nous nous battrons sur terre, sur mer et dans les airs. Ce que je veux dire, c'est que je crois beaucoup au facteur humain. Je crois que, de temps en temps, les gens, il n'y a pas que ça. Bien sûr que l'économie joue un rôle fondamental, mais croire qu'il n'y a que les automatismes économiques ou sociologiques, non. Il y a aussi, à un moment donné de l'histoire, on l'a vu à des milliers de reprises, je cite cela, mais on peut citer des dizaines et des centaines d'exemples, l'action humaine, pour le meilleur et pour le pire. Oui. Parce que je rappelle aussi... Est-ce que l'homme est capable de délation comme de... Absolument. Je rappelle aussi 3 trucs. Une minorité agissante peut prendre le pouvoir, et c'est terrible. Je rappelle que l'Allemagne n'était pas nazie en 1910, que la Russie n'était pas bolchevique à la même époque, que l'Italie n'était pas fasciste. Il a fallu un petit mouvement, une petite minorité extrêmement, focusée, extrêmement lucide et extrêmement volontaire, et bien ça suffit pour prendre le pouvoir, il faut le savoir. Donc on parle la majorité, oui, mais une minorité bien organisée, et c'est pas parce qu'il y a eu ça il y a 80 ans qu'il ne peut pas y avoir ça aujourd'hui. Des hommes comme Idriss Aberkan que vous aviez ce matin, c'est partie de ces petites minorités qui, accumulées les unes à côté des autres, à votre micro, peuvent faire se lever un peuple et faire jaillir la vérité. En tout cas, je vais vous dire, moi, ce qui me frappe, et vraiment, je vous le dis parce que ça fait 3 ans ou 4 ans que je fais cette émission. Et je vais vous dire, ça fait des décennies que je fais de journalisme, que j'ai écrit une quarantaine de livres, mais je n'ai pas du tout eu ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire des gens, mais de partout, des jeunes, mais de tout acabit, etc., qui viennent me dire, continuez, ne lâchez rien, vous êtes notre bouffée d'oxygène. Ça, je n'avais pas. J'avais, oui, on vous a vu là, oui, on vous connaît. Ça, c'est pas un problème. C'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que donc, il y a des gens qui se reconnaissent, pas seulement pour moi, pour mes invités, pour les gens qui viennent. Ça veut dire que ces discours-là de réalisme, où, vous savez, c'est Rimbaud qui disait, revenons, il disait, la réalité rugueuse à étreindre. La réalité rugueuse à étreindre, disait Arthur Rimbaud. C'est ça. Et je veux dire, encore une fois, je reviens à ça. Bon, les éoliennes, c'est quoi? Le CO2, c'est quoi? Dans tous les domaines, l'immigration, etc., les ONG, comment ça fonctionne? Voilà, comment ça fonctionne. C'est ça, pour moi, le journaliste. Si on n'explique pas la mécanique, si on n'explique pas comment ça fonctionne, si on comment dire, oui, celui-là, il est de droite, celui-là, il est de gauche, celui-là... Ça veut dire que j'élimine la moitié des gens sous prétexte que leur étiquette ne me convient pas. Ça, c'est un péché contre l'esprit. Et c'est même un péché contre la pratique, parce que ça nous amène à des erreurs de décision et de jugement tout à fait préoccupantes. Inquiétant. Alors, il y a beaucoup de questions, je crois. On me fait signe d'arrêter de poser des questions. Vous avez la parole. Oui. Voilà. Je pense qu'on va partir sur au moins 2-3 questions. Ça ne vous dérange pas? Absolument pas. Monsieur. Bonsoir, Monsieur Verkov. Pour beaucoup de gens qui regardent la guerre d'Ukraine, ils ont le sentiment très que c'est un basculement du monde.
Voilà. Et derrière, la question. Alors, je vais peut-être répondre tout. Vous préférez, je réponds tout de suite, peut-être ou... Donc, on va prendre deux. D'accord, d'accord. Ça vous dérange pas? Deuxième question. Je note ça. Bonsoir monsieur, vous avez parlé en début de conférence des livres qui vous avez, voilà, 3 livres avec lesquels vous partiriez sur votre île déserte qui vous ont marqué. Troisième question. Oui. Pourquoi LCI tous les soirs fait un feuilleton de la guerre en Ukraine contre la Russie? Personnellement, je ne regarde pas LCI, mais dès qu'on zappe. Oui, ça faut demander à LCI. Et je sais que vous êtes à l'intervenant de LCI. Alors, je vais vous dire très sincèrement, vous avez raison de poser la question. Merci à vous. Alors, je vais commencer juste par la troisième. Je l'ai été, mais devant ce discours monocolore, j'avoue que j'ai pris mes distances. Maintenant, je vais plutôt, comme ça, c'est vraiment sur radio qui est mon point d'ancrage, mais je vais assez news de temps en temps. Je ne supportais de moins en moins cette espèce de discours de Pravda, ces discours nord-coréens, justement, et ça rejoint la question de monsieur, par rapport à l'Ukraine et la Russie, etc. C'est-à-dire que le débat, c'est quand même d'avoir des oppositions différentes, et là, c'est vraiment asséné du matin au soir, du soir au matin. Peut-être que ça leur fait un public, je n'en sais rien. Je ne veux pas parler à leur place, mais moi, très sincèrement, je me rappelle un jour, j'étais sur LCI, c'est là où je me suis dit, ça va pas. Je me rappelle, il y a une image d'une bombe sur Mariupol, sur le village Mariupol, dans le Donbass. Et il y avait 2 généraux qui étaient là, militaires, enfin 2, 3. Pendant une demi-heure, ils se demandaient, alors, est-ce qu'à votre avis, la bombe est venue d'un avion ou d'un missile, c'est un missile, ou c'était à terre? Il n'en savait rien, c'est une photo, personne ne pouvait savoir de quoi il s'agissait, etc. Et ça a bavassé pendant une demi-heure, et c'est terrible parce que c'est cette salivation continue, mais elle est, encore une fois, d'un seul tenant. Je veux dire, je ne comprends pas que ce soit sur ce sujet ou d'autres, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, vous parliez du tournant. Le tournant est effectivement, il avait commencé avant, mais ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine, a accéléré le processus. Si vous voulez, depuis 1945, il faut quand même se dire un truc, c'était que nous étions dans quoi? Dans la même liste absolue du dollar, et surtout depuis son disque Bretton Woods. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule transaction en pétrole, par le pétrole, le gaz, il se passait par le dollar. Le dollar était la monnaie planétaire, et il n'y avait même pas de discussion là-dessus. Quand j'apprends il y a 1 mois et demi, et c'est pas un scoop, que l'Arabie Saoudite a vendu du pétrole à la Chine en yuan, ça, c'est le début de la bascule. C'est le début, mais cette bascule a été préparée. Pourquoi? Parce que tous ces pays émergents, on les appelle émergents, et depuis ils ont émergé. La Chine, l'Inde, la Russie et d'autres. N'oubliez pas que la Russie, il y a 30 ans, c'était encore un pays en ruine, la fin de l'URSS, l'effondrement. Je vous raconterai peut-être plus tard, enfin si on a le temps, discussion que j'ai eue avec Roland Dumas, qui en parenthèse a 100 ans, mais qui a toute sa tête, et que j'ai eu il y a quelques mois, comme ça, et il était ministre des Affaires étrangères au moment de la chute de l'URSS. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens, on se dit, mais attendez, pourquoi on va rester à la remorque, même la Chine? Et la Chine, en ce moment, achète des tonnes et des tonnes d'or, parce que ce qui reste, c'est l'or. Et qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Et c'est là où vous parlez de basculement, et vous avez raison de parler de basculement, c'est qu'ils veulent faire une monnaie avec la Chine, donc la Russie et l'Inde, et peut-être d'autres, eh bien, basée sur l'or, mais qui ne soit plus le dollar. Donc, est-ce qu'on va assister à une dédollarisation du monde? C'est une vraie question. En tout cas, ça ne va pas se passer en 48 heures, ni en quelques semaines, ni en quelques mois, mais la question est posée. Et rappelez-vous, l'admirable Bruno Le Maire, que le monde entier nous envie, avait dit nous allons mettre à genoux l'économie russe. On a vu les résultats. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on savait très bien, enfin, je veux dire, pas de besoin d'être Einstein ou John Galbraith pour savoir que l'Europe se tirait une balle dans le ventre en choisissant ce qu'il avait choisi. Si on n'a pas les minerais, alors qu'est-ce qu'on veut? Mais
ça fait rien. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors où je vous parle, on achète du gaz de schiste aux États-Unis, très cher. Alors que chez nous, attention, touchez pas au gaz de schiste, c'est-à-dire que les mêmes, je ne parlerai pas de Sandrine Rousseau, ne tournent pas. Bon, mais je veux dire, on achète ça, alors nous, on n'a ni le droit d'extraire, ni le droit de regarder où est le gaz de schiste. Moi, je veux bien, pas du tout pour le gaz de schiste et tout ça, pas du tout. L'autre chose, l'Inde, pourquoi le rouble est monté? Parce que la Russie a vendu à énormément de gens. Et bon, l'Inde achète du pétrole russe énormément. Nous le revend avec bénéfice. Voilà. Alors c'est vraiment, on est des hommes d'affaires fabuleux, quoi. On est vraiment, c'est une espèce de, je me dis, mais quel génie, quoi, quel génie. Bon, donc quel basculement. Et alors ce qui a vraiment basculé, c'est SWIFT. Quand l'Amérique a gelé les avoirs russes, ils ont gelé les avoirs russes en disant, bon, milliards, on se les garde, et bien, on va vous punir, d'accord, très bien, les sanctions. Bon, d'accord, très bien les sanctions, sauf que tous les autres pays sont dit, ah, donc l'Amérique est capable, est capable demain, si elle se parle avec nous, ils gèlent nos avoirs. Ça a été la prise de conscience, et tout ça, c'est vrai que c'est au nom de l'Ukraine, on s'est dit, mais il faut accélérer le processus. Et là, vous êtes effectivement dans un processus de basculement, incontestablement, c'est-à-dire l'apparition de, comment dirais-je, peut-être de régions empires, je ne sais pas comment appeler de grande puissance, c'est-à-dire que la bipolarité, elle est finie depuis longtemps. L'unipolarité des États-Unis, c'est en train de s'achever, et on entre dans la multipolarité, effectivement, qui n'a rien à voir avec le multilatéralisme cher à la mondialisation heureuse, et la mondialisation heureuse s'effondre dans un bruit mou, ou pas mou du tout d'ailleurs. Voilà. On est effectivement dans un changement de paradigme, dans un changement de monde qui va incontestablement nous impacter très fortement. Il y avait une question, alors les livres. C'est difficile à vous dire parce que honnêtement, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué pour des raisons extrêmement diverses. Par exemple, vous voyez, alors ça va vous frapper, parce que je vais vous parler par exemple, pour le style Chateaubriand. Les Mémoires de Toton, pour moi, ça a été un monument sur ce style. Et puis je vais vous dire, je vais mettre des gens totalement au contraire. Céline, que je trouve un immense romancier, on peut penser ce qu'on veut, effectivement, on ne peut pas dire qu'il a été très glorieux sur ses choses assez minables et atroces, mais quel écrivain, quel romancier. Et c'est là où je me dis, il y a aussi, vous voyez, dans le politiquement correct, on ne peut pas mêler l'artiste avec l'homme. L'homme peut être lamentable, peut être une ordure, mais il peut être un grand artiste. C'est comme ça, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, je dirais que pour les livres, honnêtement, ça m'est difficile de vous dire Proust. J'ai été, mais je dirais Céline, je dirais un livre extraordinaire, alors Chateaubriand, je vous l'ai dit, mais les trois, c'est difficile, très sincèrement, parce que j'en vois une dizaine qui m'ont marqué. Pardon ? Dites-les. Non, mais c'est difficile parce que, par exemple, j'ai beaucoup aimé l'écrivain Roger Vaillant, j'ai beaucoup aimé les essais de Sartre, pas les essais philosophiques, mais les mots, etc. J'ai beaucoup aimé Jacques Chardon. Je suis très éclectique dans mes livres. C'est ou la beauté du style, enfin la beauté de la forme, ou des idées. Alors là, les idées, oui, ce sont les essais. J'ai été assez marqué, je peux vous dire, effectivement, par Jean Baudrillard. J'ai été assez marqué par Claude Lévi-Strauss. Voilà, c'est des gens qui m'ont enseigné des choses, qui m'ont montré la relativité des choses. Vous savez, c'était Léo Strauss, non pas Claude Lévi-Strauss, qui avait cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Il disait, si toutes les cultures se valent, alors être cannibale, c'est une question de goût. Merci. Merci. On peut prendre une autre série de questions ? Monsieur. Oui, merci, monsieur Bercotte. Vous avez parlé
parlait des périodes parfois sombres où on peut rebondir, la France des années 40. Et vous venez de dire que la lecture vous a forgé votre personnalité. Alors je vous pose quand même la question, pendant l'occupation, la vie intellectuelle n'avait pas cessé en France. C'est vrai. Et je sais que je connais un peu la question, ni même en Allemagne, dans le problème. On a pu rebondir. Aujourd'hui, quand même, je suis un peu inquiet. Si la lecture, la vraie lecture, permet de prendre du recul et d'aller dans votre sens, ce sens de voir les choses de plus haut, aujourd'hui, la vraie lecture est quand même en train de disparaître dans une avalanche médiatique, appelez-la comme vous voulez, un bombardement, et c'est quand même, et ça gagne dès l'école, et je pense que, je me rappelle de ma jeunesse, on lisait vraiment et on prenait au sérieux. Aujourd'hui, est-ce qu'on prend au sérieux ce recul nécessaire? Alors, une deuxième question. Oui, excusez-moi, monsieur Berkoff, une deuxième question, monsieur. Bonsoir, M. Berkoff. J'aimerais que vous parliez de la dépolitisation des jeunes générations. On parlait tout à l'heure de la maire de Paris qui a été élue avec 14% des voix seulement des inscrits. Donc comment faire aujourd'hui pour ramener les jeunes générations à la politique et les intéresser à la politique? Troisième question, ce sera la dernière. Merci. Oui, bonsoir M. Berkoff. Une question assez simple. Vous avez rencontré beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Je voulais savoir quels étaient les 3 hommes ou femmes politiques qui vous ont plus marqué. Alors, première question par rapport au livre et à la lecture. Vous avez raison, évidemment que le problème est posé par rapport à la manière dont, avec la télévision, les réseaux sociaux, les TikTok, les ceci, etc., les Instagram, comment tout ça est appréhendé et vécu. Alors, effectivement, si on se met dans nos générations, ou dans nos schémas de pensée et de lecture, on se dit, mais où est-ce que c'est, où est-ce qu'on aura la distance et tout ça. Très difficile à répondre. Alors, et mon optimisme, non pas béat, mais mon optimisme constant, je pense qu'il y a une manière, mais je serais incapable de vous dire comment, parce que ça n'a pas de sens. Il y aura des réponses à ces questions, et je crois, je peux me tromper, que la nécessité fera loi. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont dans les jeux vidéo et qui font des choses, à un moment donné, ils trouveront d'une manière ou d'une autre, je le pense vraiment, un équilibre très différent. Par exemple, j'ai des enfants de mes amis qui ont 14, 13 ans, 12 ans. Ce qui me frappe, c'est vrai qu'ils lisent moins, ils lisent beaucoup moins. En revanche, ils fabriquent, ils font des choses, ils font vraiment des avions, des choses. Par exemple, ils travaillent la pierre. Alors, j'ai été très frappé par le fils d'un couple d'amis qui veut faire tailleur de pierre. Ses parents fous de rage, comme elle, mais qu'est-ce que tu veux faire, tailleur de pierre, fait des études, tout ça, tailleur de pierre, etc. Et c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, il a son entreprise de tailleur de pierre, il a 25 personnes, et il marche du tonnerre de Dieu. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la culture, et c'est vrai. La question que je me pose, mais encore une fois, je n'ai pas de réponse, est-ce que ces personnes vont se bâtir d'une manière ou d'une autre leur culture? Et je remarque, c'est pour ça que je vous dis que les voix, non pas du Seigneur, mais les réseaux sont impénétrables. Je vois par exemple que sur les réseaux, il y a énormément de blogs de lecture. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'ils étaient majoritaires ou pas, mais il y a énormément de blogs qui recommandent tel bouquin, tel endroit, etc. C'est-à-dire que, contrairement à ce que tout le monde croit, sur les réseaux sociaux, vous avez des incitations à aller plus loin, beaucoup plus importantes, et je dis vraiment, j'ai baigné dedans, qu'on ne le croit. Donc, est-ce que cette culture va toujours se repaître, et justement en passant par Twitter, etc., qui est l'acte bref, en passant par Facebook, est-ce que certains, je ne dis pas tous, voilà, vont retrouver le goût d'approfondir? C'est un pari. C'est un pari, mais il ne faut pas l'écarter, ce pari, parce que, vous savez, au temps de Balzac et des illusions perdues, il était combien à lire?
à l'époque, où il n'y avait pas, effectivement, le nombre de lecteurs était quand même très... Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant, à l'école, etc., tout le monde lit, oui. Oui, mais je veux dire qu'à des moments, je crois que le goût d'apprendre, le goût de... mais est là. Maintenant, je crois, et c'est tout le problème, vous avez raison de le poser, est-ce que cette culture qui, moi, m'a baigné, cette culture générale, est-ce que ce goût de la culture générale, effectivement, restera? Et là, je termine là-dessus, il y a une responsabilité énorme, non seulement des familles, mais surtout de l'éducation nationale, des programmes d'éducation nationale, de la manière dont la pédagogie est enseignée, et ça c'est très grave, parce que effectivement, par où ça devrait être impulsé aussi, c'est par l'éducation, les parents, bien sûr les parents, enfin, quand il y a des familles qui ne peuvent pas, eh bien, l'éducation, l'instruction, je ne sais pas ce qu'on dit, oui, c'est pas l'éducation, c'est les parents, l'instruction, c'est l'école. Eh bien, l'instruction, c'est aussi apprendre à lire, apprendre le goût des livres, etc. Et s'il y a des professeurs qui ont encore ce feu sacré et qu'on laissera dans les programmes cela, effectivement, ça se fera. Si on supprime toute culture générale, évidemment, le zombisme peut prospérer. Voilà. En ce qui concerne la question... La dépolitisation des jeunes générations. Oui, la dépolitisation des jeunes générations. Alors là, moi, je dirais que ce qui est intéressant, je crois que c'est moins la dépolitisation, que le changement de terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut bien dire que la politique telle qu'on l'applique aujourd'hui, ça n'enthousiasme pas les gens. Mais regardez, quel que soit ce qu'on peut penser, quand des gens parlent un peu différemment, quand des gens ont des programmes différents, il y a quand même beaucoup de gens, y compris de jeunes. Encore une fois, je suis très distant par rapport à Zemmour, mais ça m'a intéressé de voir le nombre de jeunes qu'il y avait dans les meetings de Zemmour. Pourquoi? Parce qu'il parlait différemment. Je ne dis pas qu'il a raison ou tort, c'est un problème. Si vous voulez, quand vous ramenez telle ou telle église au milieu du village, eh bien, les gens qui n'entendaient plus ça, y compris les jeunes, se dire « Ah tiens, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose là ». Et de l'autre côté, il y a, je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui auront ceci. Donc, quand je dis ça, et je voudrais dire le second chapitre, c'est les associations. Vous ne pouvez pas savoir, je me balade beaucoup en France, le nombre d'associations, de quartiers, de gens qui font des choses, etc. Mais il y a aussi, effectivement, une jeunesse non seulement dépolitisée, mais totalement résignée. Là aussi, ça existe, une jeunesse qui n'en a rien à faire, qui va qu'à ses occupations, etc. Mais là, encore une fois, je vais vous dire, je ne le souhaite pas du tout, mais la nécessité du frigo vide peut malheureusement revenir faire sa loi. Donc, voilà, vous savez, c'est toujours pareil, on se dit, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous lisez un certain nombre d'écrivains du 19e, du 20e, tout ça, Flaubert, bien sûr, il dit, mais qu'est-ce que c'est, ces gens, mais ces filles, ils ne pensent plus à rien, ce sont des faux, ce sont des zombies, ce sont des flaques d'eau, etc. Bien sûr, si vous relisez la littérature du 19e, mais même du 20e, vous avez toujours cette déploration de ces Français, pour ne parler que de la France, il n'y a plus rien ne les agite. Et puis à un moment donné, pourquoi? C'est la nouveauté arrive sur des pattes de colon, disait Nietzsche, pourquoi à un moment donné ça se révèle? J'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, donc effectivement, on peut se poser la question, vous avez raison de la poser, on ne peut pas ne pas se la poser. Après la réponse, qui vivra verra. Et pour les politiques, là vous posez une colle. Parce que, je vais vous dire, très sincèrement aujourd'hui, je me dis, je vais vous dire, je vais peut-être vous choquer, mais ça ne fait rien. Pour moi, aujourd'hui, je vais sûrement vous choquer. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je les approuve. Ça veut dire qu'ils ont un cap. Pour moi, il y a deux personnes qui sont aujourd'hui en État. C'est Trump et Poutine. Voilà, ça va peut-être vous choquer, mais je vous dis, Trump et Poutine ont un cap. Alors on est pour, on est contre, on aime, on n'aime pas, on peut se battre contre eux, mais au moins on sait où ils sont. Alors que nous avons, et je ne citerai personne, un certain nombre de danseuses du ventre, sympathiques, en même temps à gauche, en même temps à droite, voilà, un pas à gauche, un
pas à gauche, je retourne ma veste et je recommence. C'est ça la plus belle danse, c'est ça la dissidence. Non, il y a un problème de cap, il y a un problème, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il ne nous parle plus que d'indépendance. Pas par exemple, l'Europe. On ne nous parle que de savoir si l'euro est fichu ou pas. Il est Racine de l'Europe qui en parle. Je vous conseille un livre extraordinaire de Georges Steiner, ça s'appelle Une certaine idée de l'Europe. Voilà, un livre qui m'a beaucoup marqué. L'essayiste anglais, magnifique écrivain anglais, Georges Steiner, qui disait, mais c'est quoi l'Europe? L'Europe, il y a 4 choses. D'abord, c'est Rome, Athènes, Jérusalem. Jérusalem est par l'Europe. Je veux dire, les gréco-latins et les judéo-chrétiens. C'est l'Europe. On aime, on n'aime pas. Ça, et d'ailleurs, quand on a voulu mettre, vous savez, quand Giscard voulait mettre les racines chrétiennes de l'Europe, Chirac n'a pas voulu. Il faut rappeler quand même ça. Hein. Bon, passons. Il y a aussi, c'est un continent qu'on peut traverser à pied. C'est le seul continent qu'on peut totalement traverser à pied le continent. Bon, en tout cas, l'un des rares. Après, 3 choses très importantes. Les droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de penser, c'est en Europe. L'habeas corpus, la déclaration des droits de l'homme de 1789, etc., etc. Je veux dire, le goût de la liberté des Lumières de la Renaissance, c'est ici. 4e chose, c'est un des rares continents où toutes les rues, on les porte, enfin beaucoup de rues, d'écrivains, de musiciens, d'artistes, de chanteurs, etc. C'est pas 2e avenue, 3e avenue, 6th Avenue, etc. C'est des noms. Et enfin la 5e, c'est les bistrots. La Renaissance, les révolutions, les changements se sont faits dans les arias salles de bistrot, où effectivement on refaisait le monde. Alors vous allez me dire, les bistrots beaucoup diminués en France, c'est vrai. Et je crois que là aussi c'est un problème. C'est que le problème du différentiel, vous savez, du distanciel, comme on dit, j'adore le jargon, par rapport au présentiel, donc télétravail et compagnie, effectivement, si on veut nous transformer en zombie, où chacun est dans sa petite bulle et ne voit plus personne, effectivement, ça ne va pas arranger les choses. L'humain, il est fait pour rencontrer. L'humain est socialisé. C'est pas d'être dans une espèce de cage plus ou moins ouatée, plus ou moins. Donc, voilà, c'est ça l'Europe. Or, on ne parle jamais des valeurs de l'Europe, jamais. Et qui on a aujourd'hui? Nous avions Montaigne, et aujourd'hui on a Ursula von der Leyen. Vous voyez le progrès, hein? Non mais je veux dire, c'est pas possible ça. Donc voilà. Autre question? Je sais pas. Alors je sais oui, pas le timing, oui, je vois une question, je sais pas si on prend encore les questions. Ça sera vraiment les dernières. Allez. On n'a pas répondu parce qu'on lui avait demandé les 3 personnalités qu'il avait le plus. Il y en a 2. Poutine. Non, j'ai dit Trump, Poutine, en tant que politique. Pardon? Oui. Ah oui, ceux que j'ai connus. Ah non, moi j'ai compris les politiques, etc. Non, parmi ceux que j'ai connus, alors attendez. Trump, vous l'avez connu. Oui, Trump j'ai interviewé. Enfin, c'est pas lui qui m'a le plus marqué. Pour les gens qui m'ont marqué, Castro, oui. Un autre qui m'avait beaucoup marqué, c'est Orson Welles, le réalisateur, le grand génie du cinéma Orson Welles, qui était un type de culture hallucinante. Et qui? Ah, je ne sais plus, parce que j'ai rencontré, vous savez, c'est... Non, mais qui m'a marqué aussi, oui, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est Lanza del Vasto, que j'avais connu autant, voilà. Ça me dit, peut-être ça ne dit pas grand-chose à beaucoup de gens. C'est un homme extraordinaire. Merci. Madame? Madame? Oui, bonjour, M. Berkoff. J'ai une question concernant le nazisme qui m'inquiète. Concernant, pardon? Le nazisme, ah, oui. Le néonazisme. Oui. Je voudrais savoir ce que vous pensiez du fait que la France s'est opposée à veto à la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU visant à lutter contre l'apologie et la glorification du nazisme, sachant que nous savons tous aujourd'hui, je pense, en la plupart, les gens qui suivent vraiment l'information, que la France, l'Europe et les États-Unis donc arment et financent des bataillons néo-nazis en Ukraine, donc, qui font quand même l'apologie de Bandera et Tchaplowicz. Voilà. Et
et je voudrais savoir également ce que vous pensez du fait que la population n'a pas l'air affolée, en fait. Je ne sais pas. La population française, vous dites ? Oui. Bah, la population française, en ce moment, elle ne réagit pas beaucoup. Faut bien dire. Deuxième question. En général. Oui, pardon. Bonsoir, M. Bercoff. Bonsoir. Mais il y a un sujet, et c'est le fait que, jusqu'à très récemment, toutes les opinions étaient, enfin pas toutes, mais avaient été structurées par le christianisme, y compris pour s'y opposer. C'est-à-dire, le marxisme se définissait aussi en s'opposant. Et je ne dis pas que c'est mal ou bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un changement que le christianisme n'est peu référent du tout dans les opinions et dans la culture, pas en tant que religion, en tant que culture. Alors, troisième question derrière. Il y a une troisième question. Alors, ça sera la dernière. Merci. Bonsoir, M. Bercoff. Je vais peut-être un tout petit peu changer le thème en parlant pas forcément d'actualité. Je rebondis sur le sujet de la rencontre. Le journalisme est un serviteur de la liberté d'opinion à tout prix. Selon vous, qu'est-ce que c'est la liberté d'opinion ? C'est la liberté de dire ce qu'on pense, ce qu'on veut penser, ce qu'on veut que l'auditoire pense. À quel prix ? Bien, merci. Je vais commencer peut-être par la troisième question, effectivement, puisque le titre, on l'a rappelé. Non, mais c'est... En deux mots, je vais vous dire, la liberté, encore une fois, la liberté d'expression, pardon, en parenthèse, il y avait un rapport annuel, le rapport annuel de Reporters sans frontières, montre, c'est pour l'année 2021, que la France est 26e dans le palmarès de la liberté d'expression, qui est quand même pas très glorieux, 26e, derrière la Jamaïque et puis l'autre, enfin. Je dirais que, de ce point de vue-là, vous savez, ça c'est vraiment... Il y a la liberté d'expression, encore une fois, ne peut pas se diviser. Moi, je ne comprends pas. Personnellement, je sais que c'est pas comme ça. Mais j'ai parlé, vous savez, du problème des actionnaires, du problème des journaux, du problème de vivre les journalistes, qui n'est pas simple aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Et si les réseaux sociaux ont tellement prospéré, c'est que dans les journaux traditionnels, dans la presse écrite et autres, la liberté a diminué. Elle n'a pas disparu, heureusement. Mais vous voyez, quand madame demandait effectivement pourquoi sur LCI, du matin au soir, il y a l'Ukraine, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est trois choses. D'abord, pouvoir aborder le domaine qu'on a envie d'aborder. La liberté aussi, c'est un devoir, c'est pas dire n'importe quoi, c'est d'être lesté. En tout cas, le journalisme doit être lesté, si on veut. C'est pas dire, ah oui, je vais dire mon opinion, c'est pas des brèves de comptoir, c'est pas un dialogue de bistrot. C'est très bien, le dialogue de bistrot, ça n'a rien à voir. C'est d'être lesté et que si on parle de quelque chose, on sait de quoi on parle et on peut expliquer pourquoi on parle de cela. La liberté n'est pas non plus le fait de dire n'importe quoi. Par exemple, moi, évidemment, et d'autres, il y a des lois pour ça. Évidemment, il y a des appels à la haine. Parce qu'on peut dire, oui, c'est bien des sociaux, et ben moi, je peux appeler à la haine, je peux appeler au racisme, je peux dire que telle race ou telle ethnie, c'est des gens pas possibles, etc. On dit, ben, c'est ma liberté. Oui, et moi, je ne censurerai pas, mais j'attaquerai en justice. La loi, les lois, c'est ça aussi, l'état de droit, malheureusement. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Parce que vous avez aujourd'hui, et on le voit partout, hein, aux États-Unis, quand vous voyez ce qu'est devenu Washington Post et le New York Times, quand on pense que Washington Post c'était le journal du Watergate, etc., aujourd'hui ils sont au service d'un parti et ils ne bougent pas de cela. C'est tout. Comme telle ou telle télévision est au service d'un mouvement, d'un parti, de caste et de certains oligarques. Donc ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est une liberté surveillée. Et alors, il faut effectivement vous faire une opinion à travers toute une série de choses. Mais pour retourner à la liberté, moi, je ne comprends pas. Très sincèrement, bon, je suis peut-être privilégié. J'ai une des personnes, honnêtement, aujourd'hui, je peux vous dire, aujourd'hui, peut-être ça va changer,
que j'ai vraiment la liberté de choisir et mes invités et mes thèmes, et je le fais, et j'en use, je n'en abuse pas, et j'en use. Mais simplement, je ne comprends pas que ça ne soit pas la règle. Enfin, je sais pourquoi ce n'est pas la règle, et vous le savez, on en a parlé, mais c'est quoi la liberté d'expression ou la liberté d'opinion? C'est, je crois, dans une démocratie, on le sait, chacun a droit à dire ce qu'il a. Or, regardez, par exemple, sur les réseaux sociaux, on veut maintenant mettre des commissions qui vont regarder s'il ne s'agit pas de conspirationnisme, s'il n'y a pas des discours de haine, etc. Mais je vais vous dire, qui va décider? Qui va choisir le curseur? Quel comité théodule ou autre? Qui va choisir? Oui, vous avez le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous savez, Orwell avait écrit Big Brother is watching you. Enfin, on regarde, 1984, George Orwell. Œuvre absolument magistrale. Voilà, une œuvre qui m'a marqué aussi. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Big Brother, c'est pas le problème qui vous regarde, c'est que vous ne regardez plus Big Brother. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le totalitarisme est devenu à bas bruit, est devenu soft. Vous n'aurez pas la Gestapo ou la police qui va venir chez vous à 6 h du matin, en général. Il n'y aura pas ça. Mais on va y aller mollo. On va y aller en douceur. On va y aller insidieusement. Et on vous dira, oui, mais écoutez, voilà, oui, mais là, vous savez, on ne peut plus parler de ça, parce que tel vous dit, mais pourquoi? Puis, comme vous dites, vous allez vaquer à vos occupations, mais voilà, on ne peut plus parler de ça. Et ça, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, très, très fortement, et très insidieusement, et très hypocritement. Ça, c'est très grave. Et pour moi, la liberté, encore une fois, c'est fondamental. Et on l'a vu, on le voit dans le narratif sur l'Ukraine, on le voit dans le narratif sur le Covid, et on le voit un peu partout. Ce n'est pas possible d'être complètement, de ce point de vue-là, de ne pas se laisser, d'accepter des limites. Encore une fois, la haine, le racisme, et ben ça se combat et ça se sanctionne. À quel prix? C'était à tout prix, la fin de la question. À quel prix? À tout prix. Écoutez, il y a des gens, vous savez, et on le sait, qui sont morts d'avoir exprimé leurs opinions. Il y a des gens qui ont vraiment risqué leur vie. Et je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, on parle de liberté, il y a quelqu'un à qui la France a refusé le statut de réfugié politique. Alors, on voit qui on accueille, enfin, on voit combien on accueille. C'est Julian Assange. Julian Assange de Wikileaks, qui a révélé énormément de choses du point de vue de ce qu'a fait la CIA et puis beaucoup d'autres. Il a été 15 ans dans une petite chambre de l'ambassade équatorienne à Londres. Il est maintenant en prison à Londres, en attendant d'être extradé aux États-Unis où il aurait 150 ans de prison. Ça veut dire, bon, je veux dire, voilà quelqu'un qui a exercé sa liberté pour renseigner. Tout ce qu'il a dit, c'était basé sur des mails envoyés, des milliers et des milliers de mails envoyés par la CIA, les Clinton et autres. Voilà. Je veux dire que la liberté se paye, c'est vrai, elle peut se payer très cher. Et donc, ne soyons pas, si vous voulez, négligents là-dessus. Parce que franchement, à un moment donné, vous savez, c'est... voilà, j'ai pas envie de vivre dans un pays où on dit la démocratie, non, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Si il n'y a plus cela, et ben franchement, c'est quelque chose qu'on sentira, y compris dans nos vies quotidiennes, les simples. Alors la deuxième question, c'était la culture chrétienne comme prisme de référence par opposition. Ben, la culture chrétienne, écoutez, je voudrais juste dire quelque chose. Moi, je suis assez frappé et vraiment, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec les évêques? Qu'est-ce qui se passe avec le pape? Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, je veux dire, il ne s'agit pas de rentrer en croisade, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette culture pas permanente et elle apprenne tout, la repentance, Laurent serré Maher avec discipline, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est colonisation, crime contre l'humanité, etc. Sauf qu'il y a eu des colonisations interafricaines qui étaient pas mal, des traites négrières qui étaient pas mal non plus,
Non, il n'y a que la traite transatlantique. Un exemple. Et qu'est-ce que c'est que cette chose où on dit, mais non, on est ouvert, on est accueillant, très bien. Très bien d'être ouvert, accueillant, je suis tout à fait d'accord. Mais si ça ne représente plus rien, eh bien qu'on n'en parle pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de renoncement, de cette espèce de... Je ne sais pas, alors voilà, on se met à genoux, mais on se met à genoux devant qui et pourquoi? Vraiment, je me dis qu'il y a là un problème qui n'est pas... qui est, je dirais, presque scandaleux devant cette espèce d'effacement. C'est même pas une résistance, c'est même pas une reddition. C'est même pas les bourgeois de Calais avec leur robe de mur, c'est rien, c'est l'évasement, voilà, ça part, et puis on entend quelquefois des petites choses. Donc pour moi, de ce point de vue-là, il y a un renouveau très très fort chez les jeunes de l'évangélisme, de la culture chrétienne, et catholique, etc. Elle est circonscrite, mais regardez ce qui s'est passé. Enfin, moi j'ai été très frappé que le mouvement de la manif pour tous, alors, n'est jamais devenu politique au sens d'un mouvement. Je ne dis pas qu'il le fallait ou pas. Je constate simplement. Si des gens sont, par exemple, préoccupés par cela, aujourd'hui, aux États-Unis, j'en reviens, par exemple, il y a des États, vous savez, où l'interruption volontaire de grossesse est amenée à 9 mois. Je dis bien 9 mois. Il y a des États aux États-Unis où vous pouvez interrompre à 9 mois. Bon. Je ne ferai pas de commentaire, mais ça veut dire où on met ça, et qui se bat, et qui voit les choses, et qui... Voilà, vous savez, c'est toujours pareil, que ce soit le christianisme ou quoi que ce soit, où vous êtes volontaire, où vous dites oui, j'affirme ces valeurs, et je veux les affirmer, pas contre X ou Y, mais je les affirme, où vous dites non, c'est... Là, effectivement, on est laïque, c'est privé. Oui, on est laïque, mais est-ce que ça va nous empêcher de croire et ça nous empêcher de pratiquer, quelle que soit la religion qu'on a? Je ne comprends pas. Moi, je crois que, vraiment, de ce point de vue-là, la coloration, si vous voulez, c'est très frappant. Quand on accepte que les fêtes de Noël s'appellent les fêtes de fin d'année, ben voilà. Je veux dire, ça commence par les mots, vous savez, tout commence par les mots. Et puis, je ne parle pas de papa et parents 1 et parents 2, etc. Je veux dire, de quoi on parle? Si on commence à accepter que les mots ont changé de sens et que les sens ont changé de mots, bon, ben on est parti, pas de problème. Vogue la guerre. Et la première question, c'était sur le néonazisme. Sur le néonazisme. Micro. Pardon, oui. Je monte la file des questions. Donc le néonazisme. Oui, là, écoutez, franchement, c'est assez hallucinant. C'est qu'effectivement, il y a une... Alors, pour remonter à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce qui passait à les grandes familles, c'est vrai que Maïdan, j'ai reçu beaucoup de journalistes qui étaient à Maïdan en 2014, on pourra en parler d'ailleurs, parce que tout a commencé en 2014, hein, avec le Donbass, la russophone, tout ça. Et c'est vrai que l'avenue de Moscou, Kiev, a été rebaptisée à l'avenue Stepan Bandera, qui a tué un certain nombre de dizaines de milliers de juifs et d'autres pendant la guerre. Et on a les exécutions, effectivement, ça j'y croyais pas, j'ai montré les exécutions d'un certain bataillon, pas Azov et un autre, et qui était le même exécution porté par la Waffen-SS à Royan-sur-Glane. Je veux dire, c'est le même, c'est même pas... Bon, on peut se poser des questions là-dessus, effectivement. Après, vous savez, je ne crois pas du tout que c'est là le retour du néonazisme, je crois que c'est devenu... Enfin, en Ukraine, il y a un vrai problème là-dessus, parce que, en 2 mots, vous savez, il y a eu des grandes familles, et pour eux, les soviétiques, à l'époque, les soviétiques, Staline ont organisé cette famille, donc ils en veulent la mort, donc ils étaient plutôt allemands. Je n'excuse rien, ça explique. Mais le problème, c'est que comment on peut aujourd'hui accepter qu'il y ait des cycles, effectivement, néo-nazis, et que, pour moi, c'est ça le plus grave, que nos bons petits intellectuels français ignorent. Alors, on n'en parle pas. Oui, Zelensky, c'est Churchill, Poutine, c'est Hitler, hein, bien sûr. Je veux dire, attendez, alors moi, c'est ça à qui j'en veux. C'est-à-dire que quand vous avez un devoir, ayez au moins la rigueur de votre irresponsabilité. Quand vous êtes ici, et que vous êtes au chaud, et même que vous savez pas, comment on pourrait défendre ça, comment vous pouvez ne pas dire. Vous savez, c'est toujours le sens de la nuance. C'est le cœur du bien ou le cœur du mal. Voilà, on est content.
on dit ça, on peut dormir après sur ses deux oreilles, on peut ronfler, parce qu'on est dans le camp du bien. Ça, c'est quelque chose d'impensable, et je dirais que c'est un attentat contre l'esprit critique, car un intellectuel sans esprit critique, c'est vous, sans comparusier, et c'est un animal au coup coupé. Merci beaucoup André Berkoff de nous avoir parlé.